Le tout premier invité se nomme Olivier Tombé. Il est élu de Luebo dans le Kasaï. C'est sa toute première fois ici dans King Direct. Bonsoir, monsieur le député, et bienvenue dans King Direct. Merci, monsieur Gaëtan. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes nouvellement élu de Luebo dans le Kasaï, un territoire que je dirais un peu méconnu. S'il faut faire un tour à Luebo actuellement, qu'est-ce qu'on peut découvrir là dans ce territoire, beau territoire que vous représentez à ce jour? Merci. Vous partez d'un constat, vous parlez de la méconnaissance du territoire de Luebo. Vous avez raison, parce que Luebo est resté pratiquement, ce n'est pas du fait de la volonté des individus ou par le simple sanction de l'histoire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas ni dans l'imaginaire des décideurs. Vous vous rappellerez que la région du Kasaï occidental a connu deux chefs-lieux, dont Luebo, qui était le chef-lieu du district du Kasaï. Et ce territoire a connu ses belles années de gloire. Fleuron de l'administration à l'époque de Kasaï, de la région du Kasaï, Kasaï occidental. Il a hébergé, il était le lieu d'émergence de grandes religions, kimbanguistes, catholiques et protestants. Il y a des traces aujourd'hui, des vestiges de ces visages de Luebo. De ces trois grandes religions, nous avons connu plusieurs productions en termes de pasteurs ecclésiastiques de tout bord. Il a régorgé pratiquement tous ceux qui pouvaient avoir la vocation sacerdotale en provenance de Chikapa, provenance de Kananga même, provenance, ce qu'on parlera du diocèse de Luebo, qui n'est pas le moindre, avec tout ce qu'il a produit et injecté sur le marché ecclésiastique. On vous parlera de lieux d'éducation, des rayonnements même de l'éducation. Vous avez l'Institut Lunkelu, qui autrefois était appelé Collège Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, ce n'est pas par inspiration, mais c'est de là qu'est provenue toute la crème aujourd'hui que vous pouvez voir, produite et qui va jusqu'au-delà de nos frontières ou de notre pays. Vous avez de responsables politiques qui sont issus de cette institution. Mais aujourd'hui, allez-y vous rendre compte de l'état il y a notamment, actuellement. Parmi les personnalités liées à votre territoire ou votre province, on peut citer Kamanda, Kama notamment, il y en a plusieurs d'autres. Non, vous voyez l'ancien ministre Kwete. Kwete, oui. Vous avez par exemple aujourd'hui l'honorable Chimangabwana. Oui. Et j'en passe. Il y a plusieurs autres personnalités qui sont issues de cette formation. Mais aujourd'hui, allez-y vous rendre compte de l'état dans lequel... Aujourd'hui, ce chef de territoire ressemble à quoi, oui? Il ressemble simplement à un cimetière administratif. Nous n'avons ni archivage, nous n'avons aujourd'hui ni infrastructure administrative. Vous allez voir aujourd'hui le parquet de Luebo est sous les arbres. Aujourd'hui, l'administrateur du territoire est des noms, il travaille chez lui. Qu'est-ce qu'on peut réserver à un ancien chef-lieu du district? Aujourd'hui, constitutionnellement parlant, parce que la constitution n'est pas modifiée, il est l'ancien chef-lieu qui devrait être le chef-lieu de la province actuelle dont nous faisons partie. Qu'est-ce qu'on pouvait réserver à ces territoires? Aujourd'hui, les ravins sont devenus notre quotidien. Nous ne savons pas exister comme territoire. Sachez que dans quelques jours, si rien ne fait, nous parlerons de 144 territoires au lieu de 145 territoires. Parce qu'à ce jour, le territoire de Luebo n'a rien bénéficié du programme de 145 territoires. Le programme de 145 territoires a prévu effectivement quelques infrastructures. Pas ce qui est prévu, mais ce dont vous avez bénéficié. Ce dont nous avons bénéficié, il y a timidement, avec la lenteur liée soit à la voie d'accès pour l'acheminement de certains matériels. Nous n'avons que quelques forages. Nous n'avons qu'une à plus de 70 km au départ du chef-lieu
une école qui est en construction, un centre de santé, et ça vient timidement. Je voudrais vous dire que l'équilibre dont on voudrait de cette entité, c'est de voir que le paysage du pays évoque quand même une certaine beauté de certaines entités. Mais pourquoi ne pas essayer d'être un peu injuste en redistribuant plus de richesses sur ce territoire? On dit chez nous, aujourd'hui, tout le monde voudra que son entité émerge. Mais nous n'avons pas même la volonté d'émerger. Nous voudrons ne fût-ce qu'exister parce que nous sommes en disparition totale. Heureusement, on nous a trouvé quelques images par la régie, à la fois les images du territoire dans la carte. Vous verrez également les images des ravins, des têtes d'érosion qui se créent, qui se forment. Voilà, c'est en image là déjà. Merci beaucoup à Guillaume Kinga à la régie. Vous pouvez poursuivre, monsieur le député. Merci. Ça, c'est encore un peu visible, mais si on vous montrait quelques bâtiments... Vous avez votre retour devant vous. Merci beaucoup. Si on vous montre quelques autres visages de cette entité, vous aurez les larmes aux yeux, vous n'aurez que les larmes pour regarder. Alors, vous venez d'être élu, donc nouvellement élu, confirmé, etc. C'est un sujet qui va nous conduire à parler de la formation du gouvernement. D'abord, sur quel programme ou qu'avez-vous dit à la population pour qu'on vous élise en fait? À la population, il attend de nous énormément de choses. Je voudrais vous scandaliser en vous disant que chaque exercice budgétaire n'a pas pris en compte le territoire de l'Ebo. Si ce n'est que des rubriques où on dit réhabilitation. Comment on peut réhabiliter une province qui est détruite, un territoire qui est détruit? On ne réhabilite que ce qui est visiblement à l'État, mais ce qui n'est pas à l'État est à reconstruire. La prison qui a fait parler d'elle, qui a abrité le grand esprit de ce Congo, Papa Simon Kimbangu, aujourd'hui est resté juste un lieu simple. Vous avez aujourd'hui l'administration de territoire qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, posez au ministre des Infrastructures, connaît-il le territoire de l'Ebo? Qu'a-t-il fait de ce territoire qui est en voie de disparition? Nous sommes plus que énervés pour voir qu'un ministre national ne connaît, fait semblant de citer le territoire de l'Ebo, peut-être dans ses propres conversations, alors que lorsqu'on parle de la défense du budget, nous n'avons jamais vu l'Ebo apparaître. Aujourd'hui, qu'ils nous disent les allocations budgétaires prévues, aujourd'hui plus de 2 décennies, il n'y a rien le budget le tout récent. Nous n'avons vu que la simple volonté du chef de l'État, qui voudrait que les 145 territoires rayonnent à partir de ce programme à la base. Nous voulons qu'au-delà de ce programme à la base, que le ministre des Infrastructures interroge la topographie réelle du territoire de l'Ebo. Jusqu'à quand nous devrions commencer à nous leurrer, alors que nous avons le même droit en tant que d'autres entités? Le ministre n'a, sur base de quels éléments il affecte ou il alloue quelques investissements? Sur quelle base? Nous pouvons nous référer à la province pour dire non, le gouverneur est là. Bien sûr. Mais est-ce qu'en termes de ressources, le territoire, peut-être regorge-t-elle de quelque chose? Le territoire... Regorge-t-il plutôt, oui, je dirais. Oui, regorge. Nous avons d'abord un sol qui peut cultivable. Nous avons plusieurs autres ressources naturelles qu'on appellerait Mikuba. Un gisement pour lequel je voudrais que cette fois-ci, le ministre de Mines s'y interroge. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous dépendrons que de ce que d'autres provinces produisent pour que nous, on en bénéficie. Mais nous avons des gisements, nous avons le diamant, nous avons les ressources extrêmement un potentiel qui est vérifiable. Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel? Ceci constitue pour moi une sonnette d'alarme aux décideurs de nous tous, le premier citoyen d'entre nous qui sait que par moment, il a un bâton de commandement, il peut par moment dire, ne fût-ce que ce projecteur focalisé sur le territoire de l'Ebo. Dire, qu'en est-il de ce territoire? Est-ce qu'un peu d'attention ne suffirait-il pas pour que, ne serait-ce que le visage resserré de cette population? Je veux vous dire que nous sommes en train de nous vider de cette entité pour qui allait soit à Tchikapa, qui allait venir ici à Kinshasa, mais l'exode rural. Alors vous avez la chance aujourd'hui, on a une chef du gouvernement qui était
la maîtresse d'œuvre du PDL 145 de territoire. Elle pourrait même vous suivre en ce moment, c'est possible. Que diriez-vous à Madame Judith Souminois quant à ce qui concerne votre province et quant à la représentativité également? À Madame Judith, je voudrais simplement dire, il est question essentiellement de revisiter ces données des territoires de l'Uebo. Ouais. Si elle en voudra davantage, nous avons une documentation que nous pouvons lui proposer, une réalité vraie du territoire de l'Uebo. Ce n'est pas 3 maisons destinées aux 4 secteurs, ce n'est pas 3 ou 4 forages, c'est insignifiant. Nous avons besoin de gros moyens pour ne serait-ce que remblayer et réduire la menace de ravins, remblayer un espace important pour réduire et pour repousser de plus en plus le ravin. Et ça demande de gros moyens, des enjeux des génies civils. Ça demande que le ministre des Travaux publics, par l'impulsion de Madame la Première ministre, que je salue, que je voudrais, par son témoignage, une dame efficace, je pense que de cette efficacité découle également le maternage. Une dame, c'est une personne qui sait encadrer, attentionner. Je pense que le territoire de l'Uebo ne passera pas inaperçu. Je pense tout de même que la représentativité, ça fait de décennies que le territoire de l'Uebo n'a connu aucun ministre, aucun chef d'entreprise. Nous voudrons simplement mettre une petite parenthèse sur le président du conseil d'administration qui était nouvellement nommé, il y a presque moins d'une année. De quelle entreprise? Fomine, à la personne de l'honorable Léon Mobikaï. Mais je voudrais dire qu'une attention pour redonner, vous savez, lorsque on réarme la population au travers de ces élites de compétences et des attributions, peut-être que l'attention pourra être beaucoup plus privilégiée. Mais je pense également que dans la souveraineté et dans le secret du chef, il a toute la cartographie de besoins. Mais je voudrais ici insérer également, juste glisser un petit mot sur sa table pour dire l'Uebo se meurt. Nous avons beaucoup à dire, mais nous voudrons simplement, parfois on a cru que par notre silence, les choses pouvaient changer, mais nous disons, avec le gouvernement qui arrivera, parce que je pense ici qu'il ne sera plus question de budget de moyens. Nous avons la loi 011 de 2011 qui prévoit que le budget se conçoit sous forme d'un programme où chaque secteur a des crédits alloués pour des actions. C'est à cela que la performance s'invite. C'est à cela que la redevabilité s'invitera. Nous ne pouvons pas toujours revenir sur le moyen qui manque, les moyens qui manquent. Quelle est la place alors de la mobilisation des recettes? Quelle est la place alors de toute cette architecture fiscale dont contient la province? Pourquoi seulement aujourd'hui? Il n'a jamais été question de venir et de vous parler de ces territoires. Si nous vous en parlons, c'est parce que quelque part, c'est la mort. Vous n'êtes pas le premier représentant de l'Uebo en tout cas, mais vous êtes le premier à avoir le courage de parler de ce territoire. Nous avons dit à notre population, nous sommes votre délégué. Nous irons dire ce qu'il faut dire, rien que la vérité, pour que le chef de l'État l'entende de la bonne oreille, pour que le gouvernement qui sera mis en place s'y attelle en même temps. Nous sommes la plus de reculée d'entité. Faites exister le territoire de l'Uebo, vous verrez qu'il est beau à vivre. Merci. Pour le restant des minutes, en tout cas, je voudrais que l'on parle de votre institution, l'Assemblée nationale. On dirait que c'est aujourd'hui l'institution la plus politisée de la politique politicienne. Vous venez de reporter l'élection du bureau définitif. Vous êtes pourtant passé par des primaires qui auguraient justement de nouvelles et des bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe justement? Pourquoi on a reporté ces élections?
On justifie le fait que nous nous soyons rendus dans nos provinces, pour la plupart. C'est fondé, je sais pas moi. Je voudrais dire que le calendrier ne pouvait pas compromettre, les déplacements des députés ne pouvaient pas compromettre ces reports. C'était juste un déplacement de 3 jours pour les uns, 4 jours pour les autres, encore un peu plus une semaine pour certains. Ça ne pouvait avoir aucun impact, même s'il fallait revoir le calendrier de sorte à boucler tout le processus au 15 mai, il n'y aurait pas un problème à proprement parler. Donc c'est un faux fouillant. Nous demandons... Qui cache quoi? Qui cacherait quoi? Je me demande, est-ce qu'il y a des ambitions cachées? Je ne pense pas. Le bureau provisoire a l'obligation de terminer sa mission. Oui. Après la validation du pouvoir, après l'élaboration du règlement intérieur et sa certification conforme par la Cour constitutionnelle, il n'était resté que la mise en place du bureau. Vous avez évoqué le cas des primaires que nous avons connus. Oui. Vous y avez participé justement. Bien sûr. Vous avez validé Vital Kamerhe ou pas? Bien sûr, je voudrais vous dire que l'honorable Vital Kamerhe a approuvé son discours, approuvé par son savoir-faire. C'est un ancien de cette chambre. Et nous pensons que par son discours, que je voudrais plus que séducteur, il a mis d'accord. Nous pensons que soit venu à la tête de cette institution donnera encore de la valeur à l'institution. Vous savez que le contrôle est un problème aujourd'hui. Comment voudrez-vous qu'aujourd'hui que nous parlions que de l'IGF alors que la Cour des comptes, la Cour des comptes qui est liée à l'Assemblée nationale, devrait être aujourd'hui une machine de régulation d'une certaine logique ou d'une certaine sanction. Nous disons aujourd'hui qu'au travers de la mission qui est de contrôle parlementaire, nous voudrons que par la venue de l'honorable Vital Kamerhe, dont on connaît la perspicacité et l'intelligence, nous puissions procéder par un monitoring parlementaire. Justement. Nous voudrons qu'aujourd'hui, chaque secteur soit tablé, qu'on sache qu'est-ce qui a été alloué à tel ministère pour telle fin, et à la fin de tout évaluer pour procéder à la sanction. Ça sera pour vous aurez la possibilité de questionner les membres du gouvernement et les mandataires au sujet de votre territoire notamment. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Tombé, élu de l'UEBO. Peut-être un dernier mot. Un dernier mot, c'est saluer la population de l'UEBO qui m'entend. Merci. Et témoigner ma solidarité à l'Est dont les affres ne cessent de s'alourdir. Imaginez aujourd'hui, nous pouvons tout dire, mais nous posons la question. Vous qui vous dites que vous voulez sauver le pays, pensez-vous à ces enfants dont l'image, dont la maturation dépend d'un cadre paisible? Ils ont été témoins de tortures imposées, infligées par ceux qui pensent s'allier à ceux qui voudraient... Merci beaucoup d'être passé, Olivier Tombé, élu de l'UEBO dans le Kasaï. Le deuxième sujet va nous conduire à parler de l'affaire Forage et Lampadaire. Nous en saurons un peu plus davantage sur les dernières révélations. Nicolas Kazadi doit-il être inculpé ou y a-t-il des éléments pour le disculper? Un avocat juriste va nous en parler.